Ouais. Alors c'est vrai qu'on aurait pu aller filmer dans un coin où quand on marche, ça fait moins de bruit. Mais l'animal que je veux trouver, on le trouve particulièrement dans cet endroit-là. Alors cet endroit-là, pas vraiment genre ce spot. Non, c'est plutôt ce type de biotope. C'est un biotope plutôt sec. Vous avez vu les arbres? Ils sont éparses les uns avec les autres. Il n'y a pas énormément d'humidité, il n'y a pas de fougère, les herbes sont sèches. Parce que l'animal qu'on recherche, il n'aime pas trop l'humidité, ou du moins, il n'aime pas la saturation, la condensation d'humidité qu'on va trouver plutôt en altitude. Il préfère justement les sols plutôt secs. Et alors je vous le donne en mille, l'animal que je recherche, c'est un scorpion. Et alors actuellement, je suis à la Réunion, sur l'île de la Réunion, dans les Mascareignes. C'est un archipel qu'on va trouver tout autour de Madagascar. Et on trouve sur l'île 2 espèces de scorpions. Et alors à l'origine, il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que quand les premiers humains sont arrivés sur l'île, il n'y avait pas de scorpions. Les 2 espèces de scorpions qu'on va trouver, donc Leiochelès australasiae et ISOMETRUS maculatus, sont 2 espèces de scorpions qui sont arrivées beaucoup plus tard sur l'île. Et les 2 espèces sont originaires d'Asie et d'Océanie. Elles ont été importées involontairement par bateau ou par avion. Mais vous savez, pour des tout petits scorpions, parce que les 2 sont vraiment relativement petits, ils sont d'ailleurs même inoffensifs pour l'humain, et c'est pas difficile pour eux de se cacher, de se mettre n'importe où, dans les pots de fleurs, dans les denrées alimentaires, les denrées commerciales. Et donc ils sont arrivés ici, ils se sont installés et ils se sont naturalisés. La naturalisation, c'est un terme écologique pour dire qu'un animal s'est très bien implanté dans un endroit et se reproduit sans l'intervention de l'humain. Alors, sur les 2 espèces de scorpions, il y en a un qui vit dans le bois et l'autre qui vit plutôt dans la pierre. C'est celui dans la pierre qu'on va essayer de trouver, parce que celui dans le bois, il est relativement difficile à trouver et surtout il est beaucoup moins commun. Donc on a tout intérêt à tourner une vidéo sur le scorpion qu'on rencontre le plus et vous allez voir que c'est un scorpion incroyable. Nous, c'est l'ISOMETRUS maculatus qui nous intéresse. Alors c'est De Geer, un biologiste suédois qui l'a décrit en 1758 pour la première fois. Bouge pas, attends, je révise. 1778, autant pour moi. Et les dates et moi, parfois, c'est un peu compliqué. En même temps, pas toujours tout retenir tout le temps. Bref, j'ai pas à me justifier. Mais De Geer, donc l'a décrit en 1778. Et c'est hyper important de parler de ce scorpion parce qu'ici, c'est le scorpion qu'on trouve le plus. Mais aussi, c'est le scorpion qui a la plus grande aire de répartition à l'échelle planétaire, même intergalactique. C'est-à-dire que c'est le scorpion, parmi tous les scorpions, qui va avoir la plus grande aire de répartition partout dans l'espace. C'est quand même assez incroyable. Et alors en français, son nom, il est tout pourri, c'est le petit scorpion brun. Bah parce que c'est un petit scorpion qui est brun. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis en tongs, je marche comme ça dans les hautes herbes sans problème. C'est vraiment pas un scorpion qui est relativement dangereux pour l'espèce humaine. Et pourtant, il fait partie de la famille des butidés. Les butidés, c'est une famille qui comprend 95 genres. Ça veut dire que notre ISOMETRUS maculatus, le genre ISOMETRUS, eh ben il fait partie des 95 genres des butidés. Et les butidés sont assez connus chez les arachnologues, et même à travers le monde, pour contenir certaines espèces qui ont les venins les plus actifs sur l'être humain. Donc, relativement dangereux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les envenimations à cause des piqûres de scorpions, on appelle ça le scorpionnisme. Donc je peux, ici à la Réunion en tout cas, me trimballer pieds nus ou en tongs dans les hautes herbes, soulever les pierres, les morceaux de bois, sans risquer... Ah, il y a un petit lézard. Désolé, j'ai vu un lézard. Donc je peux faire plein de choses sans me mettre en danger. C'est plutôt les scorpions que je vais mettre en danger parce qu'ils sont tout petits, tout discrets et tout plats. Mais là, on n'en trouvera pas. Je pourrais m'amuser à soulever toute la forêt, ça ne marchera pas parce qu'ils sont petits, bruns, avec plein de taches, d'où son nom maculatus, ça veut dire avec des taches, et ils se font parfaitement dans le décor. Donc on va revenir dans cette même forêt de nuit avec un outil particulier dont je suis sûr que vous allez connaître l'utilité et que vous allez adorer. Allez, c'est parti, on revient de nuit. Think they will bring us nowhere. Break the bound, the manipulation through the fear they spread pulls us to the ground, and it pulls us to the ground, and I'll say I guess we should cut the power on. Et donc nous voilà plongés dans le noir. Comme je vous avais dit, on voit absolument rien. Attends, allume le truc, on va voir si on voit mieux là. Là vous me voyez, normalement vous me voyez là. Je vais avoir une tête vraiment bizarre, on voit même mes yeux qui reflètent la lumière, les infrarouges.
Ça va être super cool. On a besoin d'être dans le noir complet plus ou moins, mais dans un taux d'obscurité assez élevé parce qu'on va utiliser cet outil. Cet outil, c'est une lampe. C'est pas une lampe torche, c'est-à-dire qu'elle n'envoie pas de la lumière blanche, par contre elle envoie de la lumière UV. Et alors l'avantage avec les scorpions et la lumière UV, c'est que les scorpions réfléchissent très bien cette lumière et changent de couleur. Donc dans l'obscurité, on les voit apparaître et ils luisent, ils sont fluorescents. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans le noir. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment super cool. On les voit de loin en plus, hein. Allez, c'est parti. Alors, ça m'éclaire la tronche. Là, vous me voyez pas mal, mais moi, je vous vois absolument pas du tout. Je suis en plein contre-jour. En revanche, ma lampe, ma petite lampe à UV, eh ben, elle éclaire suffisamment pour que je puisse me rendre compte de ce qui luit sur le sol. Alors, c'est bien connu, les scorpions, ils sont fluorescents au contact de la lumière UV. C'est un avantage pour nous, parce que c'est comme ça qu'on peut les trouver. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très ancien, puisque ça date d'environ 450 millions d'années. Il faut savoir que les ancêtres des arachnides, les euryptérides, les plus connus étaient les scorpions de mer. Eh ben, les fossiles qu'on a retrouvés d'eux luisaient aussi et devenaient fluorescents sous la lumière UV. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même relativement ancien. Alors pourquoi? Comment? L'hypothèse la plus logique, elle est récente. C'est Gaffin, un scientifique qui a réalisé plusieurs expériences avec les scorpions et qui a émis l'hypothèse que l'ensemble du corps des scorpions serait constitué de pigments qui sont très sensibles à la lumière et qui permettraient aux scorpions de se repérer dans l'espace et surtout de repérer les zones d'ombre grâce à la lumière UV. Mais alors, qui est-ce qui émet la lumière UV dans la nuit? Eh ben, c'est les astres. Ce sont les astres qui réfléchissent la lumière et notamment la Lune. Alors, vous allez remarquer qu'ils ne luisent pas au simple contact de la lumière UV émise par la Lune. Tout ça parce qu'ils sont très sensibles. Mais alors, pourquoi ils luisent à la lumière UV qui est émise directement par les lampes? Parce que la longueur d'onde, elle est très précise et surtout, elle est beaucoup plus importante que celle qui est émise par la Lune. Donc, c'est pour ça qu'ils luisent de manière très intense. Du moins, c'est la théorie de Gaffin et c'est pour moi l'une des théories les plus logiques actuellement. J'ai quelques théories aussi concernant la fluorescence des scorpions, mais je me réserve encore le bénéfice du doute. J'ai quelques expériences à réaliser avant de me prononcer. Et alors d'ailleurs, c'est fou parce que c'est pas que les scorpions qui luisent. Il y a des plantes qui luisent, il y a des myriapodes qui luisent, il y a plein de choses qui sont fluorescentes. Et ici, on trouve aussi une huule, donc c'est une espèce de petit mille-pattes, qui est complètement, mais alors totalement fluorescent à la lumière UV. Alors c'est des scorpions qui sont solitaires. Malgré le fait qu'on puisse les maintenir à plusieurs sans qu'il y ait de cannibalisme observé, à condition qu'ils soient bien nourris, sinon ils se bouffent. Et ben c'est des scorpions que vous allez trouver éparpillés lorsque vous cherchez à plus ou moins 30, 40, voire 50 mètres les uns des autres. Attends, on va se mettre ici, là. C'est toujours la même histoire. Il y a toujours une voiture, tu sais, pour venir te saouler, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Attends, 2 secondes. Faut que j'éteigne ça pour voir. J'ai vu un truc. Donc là, normalement, vous voyez rien. Mais c'est... J'en ai un! J'en ai un. Ah ouais, je savais que je l'avais vu bouger. Attends, je vais rallumer, on va installer le setup. Éclaire-le le temps qu'il soit... Moi, je vais installer le setup. Hop là. T'as vu un peu ces petites LED là? Merde, je suis pas encore bien familiarisé avec le setup. Normalement, ça devrait le faire. En fait, on va se mettre ici. On a trouvé le scorpion. Où est-ce qu'il est? Évidemment, je l'ai perdu comme par hasard. Évidemment. Non, il est là. Il est là, il est là. Alors, allez, viens. Et hop là. Et voilà l'ISOMETRUS maculatus. Je sais pas si vous le voyez. Regarde, tu vois? Il fait la taille de quoi? La taille d'un pouce, donc c'est... allez, 5-6 cm à tout casser. Les mâles sont un peu plus grands hein, que les femelles. C'est vraiment un scorpion étonnant. Alors, de manière générale, les petits scorpions, ils se prennent vraiment pas par le bout de la queue. Pourquoi? Parce que la gravité n'a pas du tout le même effet sur eux. Et ils peuvent très bien, quand ils sont musclés hein, au niveau de la queue, ils peuvent très bien se retourner. Surtout dans la famille des butidés. Hein, la plupart du temps, ils ont des grosses queues hyper musclées. Et du coup, si vous les attrapez comme ça, ils peuvent très bien se retourner. Surtout s'ils sont pas très gros. Le scorpion français, par exemple, le scorpion du Languedoc-Roussillon, le Butus occitanus, si vous l'attrapez par la queue comme ça à la main, il va se retourner, alors que lui pas du tout, tu vois. Alors normalement, comme la plupart des scorpions, attention on fait ça avec celui-ci, mais faites pas ça avec des scorpions qui sont ultra venimeux, ultra dangereux hein. Mais normalement ils piquent pas leur support, donc je peux me risquer à le prendre sur ma main et à le faire se balader tranquille. Ah, c'est vraiment une bête étonnante. Regardez la manière qu'il a de chercher en fait. Il utilise ses pinces pour fouiller à droite à gauche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont solitaires, même s'ils se tolèrent les uns les autres. En fait, on s'est rendu compte qu'ils communiquaient, comme beaucoup d'individus, grâce à des phéromones. Quand ils passent comme ça, les uns à côté des autres, même de manière générale, hein, quand ils marchent, qu'ils avancent, ils laissent derrière eux ce qu'on appelle une trace chimique. C'est une odeur. Et alors, on pense même que cette odeur-là, eh ben, elle est propre à chaque individu au sein même de l'espèce. Ça permet aux
scorpions de la même espèce, et ben de se dire, eh oh Coco, moi je suis avec toi, je suis dans ton camp, me flingue pas. Tu vois, il a même pas le réflexe de pincer ou même de lever le métasome. Ce sont des espèces nocturnes. Comme vous avez pu le constater, c'est de nuit qu'on part les chercher. On peut tomber dessus par inadvertance quand on jardine, quand on soulève des pierres par exemple, parce qu'ils vont se mettre dans les roches, les tas de bois, mais pas trop les tas de bois, surtout ici. Généralement les tas de bois, ils finissent au feu, donc ils restent jamais bien longtemps. Non, ils préfèrent plutôt les décors qui sont bien installés depuis un certain temps. Et ils sortent la nuit. Et alors pourquoi ils sortent la nuit? Ils sortent la nuit pour chasser, pour manger. Et donc la logique veut que les individus ne sortent pas toutes les nuits, puisqu'ils n'ont pas besoin de manger tous les jours. Donc quand vous les cherchez avec une lampe torche, alors une lampe UV, éclairez bien sous les parois rocheuses, vraiment en dessous, parce que souvent ils se cachent dans les infractuosités, c'est par là qu'ils sortent. C'est étonnant, tu vois, l'aiguillon, il n'est pas fluorescent, il réfléchit pas à la lumière, intéressant. Et alors, quand moi je suis sorti les chercher la première fois, je suis tombé sur des mues. Alors les mues, un scorpion grandit par mues successives, comme les araignées, comme beaucoup d'autres animaux. Donc il laisse derrière lui l'ancienne peau, entre guillemets, et cette peau, elle a les mêmes propriétés fluorescentes que le corps du scorpion terminé. Donc je me suis fait avoir, je croyais en trouver un, ben non, en fait c'était une mue. J'ai d'ailleurs même trouvé des restes de scorpions. Ça réfléchit pareil, sauf que tu vois une pince, une queue, un morceau de corps. Et ils ont pas mal de prédateurs, des araignées, d'autres scorpions par exemple, des tangs, des musaraignes, des oiseaux, des lézards, plein de choses, plein de choses. Et donc c'est ça, c'est le scorpion sur Terre le plus répandu au monde. On le trouve sur tous les continents, sauf en Arctique et en Antarctique, plutôt les régions chaudes. Il y a même un rapport qui dit qu'ils en ont retrouvé en Polynésie française, sur des îles qui étaient bien au large dans le Pacifique. Il s'est disséminé un peu partout. Pour le moment, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées sur son impact sur l'écosystème, parce que c'est un tout petit scorpion finalement qui mange de toutes petites proies. Et donc il semble vraiment pas, mais alors vraiment pas, bousiller les écosystèmes des autres. C'est pas un nuisible. Comme tous les scorpions, ils possèdent sur l'ensemble du corps, et principalement au niveau des pattes, des petits poils sensoriels qu'on appelle les trichobotries. Ce sont des mécanorécepteurs, donc ils sont sensibles aux vibrations. Et donc ça veut dire que les scorpions, ils vont être très sensibles à tout ce qui est le domaine du toucher. Et même lorsqu'on les touche, eux, ils sont très réactifs pour la plupart. D'ailleurs, ça porte un nom. On appelle ça la sensibilité épicritique. Donc la sensibilité épicritique, c'est celle qui est responsable du toucher sur le corps de l'autre ou sur son propre corps. C'est ce qui va lui permettre, dans un premier temps, de se défendre ou de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui le touche. D'ailleurs, c'est un outil pour les scorpions qui est primordial pour se repérer dans l'espace. Cette sensibilité, c'est son premier outil, parce que c'est comme ça qu'il cherche au sol, qu'il palpe, qu'il va repérer des crevasses, qu'il va repérer des infractuosités, qu'il va repérer des proies aussi, qu'il va repérer un autre congénère. Ça, c'est une notion qui est très importante en zoologie. On appelle ça le tactisme ou la taxie. En fait, c'est tout simplement les modes de locomotion des animaux en fonction des stimuli environnementaux. Par exemple, ceux qui sont sensibles aux champs électromagnétiques, on appelle ça l'électrotaxisme. Ceux qui sont sensibles à la lumière, on appelle ça de la phototaxie. Et alors ceux qui se déplacent au sol, au contact du sol, eh ben ça porte un nom aussi. Ils sont tigmotaxiques, le tigmotaxisme. Il a un autre outil, les yeux. Ils sont au nombre de 8 pour cette espèce. Il y en a 2 au-dessus et 3 sur les côtés de chaque côté. Alors ils voient pas très bien, ce sont juste des yeux qui servent à comprendre les différentes intensités lumineuses. Et enfin un troisième outil qui est extraordinaire, qui est pas très connu chez les scorpions, qui se situe sous le corps et qu'on appelle les pectines. Ils sont au niveau de la dernière paire de pattes. Ils sont plus ou moins longs selon les espèces et le sexe. Et alors ce sont des petits peignes avec plusieurs dents. C'est un organe fabuleux parce qu'il permet au scorpion d'informer, si vous voulez, sur la qualité du substrat sur lequel il est, sur le taux d'humidité du substrat sur lequel il est. Il permet aussi au scorpion de réguler sa teneur corporelle en humidité et ça permet aussi à capter les phéromones. Et sur ces peignes, il y a des dents et au-dessus de ces dents, c'est compliqué, hein, et au-dessus de ces dents, il y a des papilles sensorielles qui sont plus ou moins sensibles et plus ou moins développées en fonction des espèces. Et donc ce sont des capteurs qui sont extrêmement sensibles. Et d'ailleurs, quand le scorpion ne bouge pas, les peignes ne bougent pas non plus. C'est uniquement quand le scorpion est en activité que les peignes se mettent eux aussi en activité. On peut les voir dépasser parfois sur les côtés. Chez les gros scorpions, c'est beaucoup plus flagrant. Là, sur une petite espèce, c'est pas si évident que ça. Mais bon, ils sont visibles, on les voit, ils sont là. Et ces petits peignes vont aussi servir au mâle lors de la danse nuptiale entre le mâle et la femelle, qui est d'ailleurs une danse exceptionnelle selon les espèces. Le mâle et la femelle se tiennent par les pinces et dansent ensemble. Et alors, comment reconnaître mâle et femelle? Eh bien par chance, chez cette espèce-là, le dimorphisme sexuel, donc la différence entre le mâle et la femelle, elle est très marquée. Les femelles vont être plutôt bien proportionnées, c'est-à-dire qu'elles ont des petites pinces, un corps plutôt rond, une petite queue aussi, alors que les mâles, eh ben, ils vont avoir des
grande pince, un corps plutôt long et pareil, une queue beaucoup plus longue. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de segments, donc les segments c'est les parties qui composent la queue. Je veux dire que les segments qui composent la queue sont plus longs que ceux de la femelle. Et alors vous savez que depuis tout à l'heure je vous parle de pinces, de dards, de pattes, de segments ou autres. Pour les arachnologues, donc les gens qui étudient les arachnides et notamment les scorpions, puisque les scorpions sont des arachnides, et ben c'est pas du tout ce vocabulaire là qu'on emploie. Par exemple les pinces, et ben c'est les mains. Et les trucs qu'on voit là c'est tibia et le doigt. La queue du scorpion, qui n'est pas vraiment une queue, c'est juste le prolongement du corps, de la partie arrière. On l'appelle le métasome, qui est composé d'anneaux. En fait c'est les segments de la queue. Et alors l'aiguillon, le dard, il y a toute une légende autour du dard, et ben on l'appelle le téleçon. Et alors c'est constitué de quoi? C'est un bulbe dans lequel il y a une vésicule. Donc une vésicule c'est une poche dans laquelle il va y avoir deux glandes à venin qui vont déboucher toutes les deux sur un conduit bien distinct dans le dard, et le dard ça s'appelle l'aculeus. C'est un joli vocabulaire n'empêche hein. Et encore, je vous ai pas parlé de tout l'ensemble du corps du scorpion, de toutes les parties, il y en a certaines que j'ai loupées, mais de toute façon dans la description de la vidéo il y a des liens vers des sites qui vous expliquent très bien tout ça, et je vous invite à vous y intéresser de plus près, vous allez voir c'est super intéressant. Et d'ailleurs le téleçon, et ben c'est pas propre aux scorpions, c'est propre à quasiment tous les arthropodes finalement, et j'ai une catégorie d'arthropodes la plus connue, c'est les crustacés. Est-ce que vous avez déjà vu un crabe? Le ventre entre guillemets d'un crabe, il y a une espèce de petite partie triangulaire comme ça sur le bide, et ben c'est ça le téleçon. Ouais, en fait c'est la dernière partie du dernier morceau du corps d'un arthropode. Normalement c'est ça le téleçon. Et chez le scorpion, et ben ça représente un dard. J'adore son aspect. Alors il ressemble un petit peu à des scorpions qu'on a l'habitude de trouver en Amérique latine parce qu'il est plutôt brun, aplati, petite pince, queue moyenne. Et en fait son corps aplati lui sert surtout à rentrer dans les infractuosités des pierres, des roches, des murets par exemple, des bois morts, pour s'y dissimuler pendant la journée. J'adore ce scorpion. Alors tout à l'heure je vous ai dit 5-6 cm, mais taille maximum on est plutôt sur du 8 cm. D'ailleurs ils ont une croissance assez rapide, ils mettent 1 an pour arriver à l'âge adulte, et une fois qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, et ben ils vont vivre 2 ans supplémentaires, donc pour un âge total d'environ 3 ans. C'est cool quand même pour un scorpion. Et donc au bout de 10 mois de croissance à peu près, ils sont adultes. Mâle et femelle se rencontrent, à la saison chaude idéalement, sauf que l'accouplement, eh ben c'est pas un accouplement comme chez les vertébrés, il n'y a pas de fécondation directe, hein. Et au contraire, il va y avoir une fécondation indirecte. Le mâle va déposer sur le sol une colonne qu'on appelle un spermatophore, qui est en fait du sperme dans une colonne comme ça, qui va le déposer sur le corps, il va attirer la femelle dessus pour qu'elle vienne le récupérer dans la spermathèque, et ensuite ils vont s'en aller. Ensuite la femelle, elle va être gestante, environ 3 mois, et va donner naissance directement par parturition, ça veut dire par accouchement, mais c'est le mot scientifique, à des petits qu'on appelle les pullus, des pullis, c'est un mot qui est trop mignon. D'ailleurs le mot pullus, ou pulli, et ben en latin, non en grec ancien je crois, et ben ça veut dire trop mignon, ça veut dire petit animal mignon. Et je trouve que ça porte bien son nom, parce qu'ils sont tout petits, tout blancs, tout vulnérables, et alors ils vont s'agglutiner sur le dos de la femelle, et y rester comme ça quelques semaines jusqu'à la prochaine mue, jusqu'à la mue qui leur permettra d'être complètement constitués et entièrement autonomes. Pendant ce temps-là où ils seront sur le corps de la femelle, ils vont avoir des échanges hydriques, donc des échanges d'eau entre le corps de la femelle et le corps des petits, grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux espèces de peignes qu'ils ont sous le corps. Alors là, ils font preuve d'un discernement militaire. Ils restent sur le dos et ils bougent pas. S'il y en a un qui tombe, il essaye de retrouver au plus rapidement sa place sur le dos de la mère. Et donc il y en a à peu près entre 20 et 30 petits par femelle. Vous vous rendez compte? Vous avez vu la taille du scorpion? Vous avez vu? C'est pas plus grand qu'une phalange que repliée. Ouais, pas plus grand. Alors vous imaginez la taille des petits? Non, c'est de l'ordre du millimètre, ils sont vraiment tout petits. C'est dingue, il s'est complètement calmé. En même temps, il allait pas avancer tout le temps. Il a bien vu que ça servait à rien, donc il se calme pour économiser l'énergie. Et ça lui permet de ne pas se nourrir tout le temps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils sont strictement insectivores. De toute façon, vous avez vu la taille qu'ils font. Ce sont pas des grosses menaces pour les vertébrés qu'il y a autour, donc ils vont plutôt se nourrir de petits insectes. En plus, ils ont des toutes petites pinces, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont les repérer. Ils vont chercher, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils vont les attraper avec leurs pinces, et ensuite, si elle se débat trop, ils vont lui injecter un venin. Eh ouais, le venin qu'il y a dans le téleçon. Non, vous êtes de vrais pros, vous connaissez le langage scientifique et vous savez de quoi je parle quand je dis téleçon maintenant. Alors je vous vois venir, le venin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Qui? Quand? Où? Comment? On verra. Donc je me suis déjà fait piquer par ce scorpion-là. J'ai d'ailleurs recueilli d'autres témoignages de plein d'autres personnes sur l'île qui se sont fait piquer par ces scorpions. Et alors je peux vous dire que le venin est pas très puissant. Je peux vous montrer hein, d'ailleurs. Hop, il suffit de le prendre comme ça. Là, on a l'aiguillon qui est bien et on le force. Voilà, ça y est, ça a piqué, on voit même la goutte de venin. Au niveau de la douleur, c'est comme si j'avais un ami qui, lors d'une soirée, avait pris une clope et me l'avait éteinte brutalement sur le doigt. Voilà, ça fait mal
1 heure, et puis après ça disparaît. C'est exactement ce que ça va faire. Alors je connais quelqu'un qui s'est fait piquer une vingtaine de fois dans le dos en ramassant des feuilles. Alors il pensait que c'était des fourmis au début, et finalement non, il s'est rendu compte que c'était des scorpions, et il n'a pas eu de fièvre. Donc une vingtaine de piqûres dans le dos, oh, c'est un bon gaillard quand même, hein. Faut vraiment y aller pour mourir de cette bestiole là. Encore une fois, je le répète, je le fais pour vous expliquer ce que ça fait, pour vous montrer qu'il n'y a aucun danger. On la sent la piqûre, hein. C'est contrairement aux d'autres araignées que j'ai l'habitude de tester, c'est une piqûre qu'on sent passer, mine de rien. Là, l'aiguillon, il arrive à percer la peau. Donc il y a vraiment une injection de venin, et l'injection, elle est ouais, plutôt amère, elle est pas désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment pas désagréable. Pour certaines piqûres, vous vous rendrez compte parfois qu'il faut pas hésiter à donner un goût pour illustrer ce qu'on ressent. Là, le scorpion, je l'ai forcé à me piquer, d'accord? Je l'ai forcé à m'inoculer un venin. Mais ils ont un aiguillon, donc un aculeus, qui est très très long. Et qui dit long, dit fin, et qui dit fin, dit fragile. Ouais. Et il y a une particularité chez ce scorpion-là, comme chez d'autres espèces, hein, vous verrez. Mais il y a une petite bosse juste au-dessus de l'aiguillon, ou plutôt en dessous, parce que quand on regarde un scorpion à plat, la queue elle est détendue, donc la partie se trouve en dessous, l'aiguillon se retrouve au-dessus. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit, mais... Et donc il y a une sorte de petite bosse qui vient au-dessus de l'aiguillon. Et cette petite bosse, on l'appelle le tubercule. Et c'est Laurenceau qui a la théorie la plus logique à mon sens. Il suggère que dans la nature, on a retrouvé pas mal de scorpions qui avaient perdu leur aiguillon. Et que cette petite tubercule, eh ben, elle empêche l'aiguillon du scorpion, qui peut être très très long, de s'enfoncer totalement dans la proie ou le prédateur, et donc de se casser en le retirant, ou alors avec un mouvement brusque dans la panique ou un combat par exemple avec un prédateur. Puisque un scorpion qui a un aiguillon cassé, c'est un scorpion condamné à mort, puisque s'il n'a pas d'aiguillon, il ne peut pas injecter de venin, et s'il ne peut pas injecter de venin, il ne peut pas immobiliser sa proie. Et s'il ne peut pas immobiliser sa proie, eh ben il peut pas manger, c'est QFD. C'est vraiment un bel animal. D'ailleurs, c'est mon signe astrologique. Je suis scorpion, ascendant scorpion, pour vous dire à quel point c'est de la dynamite, hein. Ouais, scorpion, ascendant scorpion, vous pourrez dire à tout mon entourage, je suis quelqu'un de très difficile à vivre. Même pour moi, parfois c'est compliqué. En tout cas, je leur dois beaucoup à ces petites bêtes là, parce que c'est probablement grâce à elles que je me suis passionné pour le règne animal. Et donc j'ai énormément de respect pour ces animaux qui ont finalement pas évolué depuis 380 millions d'années quasiment. C'est toujours resté la même chose. C'est un peu une forme parfaite de l'animal parfait, le scorpion, l'animal de survie à toute épreuve. Et ouais, parce que ces petites bêtes là, en plus de ça, elles résistent à pas mal de choses, et notamment au nucléaire, aux radiations. Quand même assez incroyable. J'adore. Je suis assez content parce que c'est le premier scorpion que je fais en vidéo, je veux dire, et j'en ai d'autres par la suite qui attendent, hein. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un réel plaisir à tourner, parce que vraiment, c'est un animal que je surkiffe, mais de ouf, ça grave. Avant de vous quitter, je voudrais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre dans mes aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, à partager la vidéo pour permettre à quelqu'un d'autre de comprendre ce qu'il a sous les yeux, et surtout à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez découvrir l'envers du décor animalier, en fait, l'envers et les coulisses des tournages lorsque je pars en expédition. Et je peux vous dire que parfois il y a des trucs qui sont vraiment très drôles. J'en profite une dernière fois pour saluer un ami à moi, et ça me tient vraiment à cœur, c'est mon ami Fabio, qui sans lui, grâce à lui, probablement Animaux mode d'emploi ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci pour lui, merci pour sa disponibilité et sa gentillesse. Fabio, t'es un amour, je t'adore. Et puis surtout tous les autres, donc ceux qui me suivent dans mes aventures, encore une fois, vous aussi, vous êtes des amours, je vous adore. Restez comme vous êtes, restez curieux et curieuses, parce que c'est vous l'avenir de la planète. Allez, bisous, ciao, paix et prospérité sur votre peuple, et vive la liberté, vive la vie, et vive les animaux, prenez-en soin. N'oubliez pas que les animaux peuvent très bien vivre sans nous, mais que nous ne pourrions pas du tout vivre sans eux. J'œuvre pour la cause animale en vidéo, qu'il aime me suivre. C'était Yvan pour Animaux mode d'emploi. Paix et prospérité sur votre peuple, ciao. Et regardez où on est, c'est pas magnifique? Bienvenue à la Réunion, terre de randonnée, terre de volcans, mais aussi terre des araignées. Alors il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais par contre le peu qu'il y a, elles sont hyper symboliques. Et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une espèce, c'est la Nephilingis borbonica.